Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Il vient de donner naissance à un nouvel épisode de Contact. Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Bonjour, je viens de donner naissance à un nouvel épisode de Contact. Oui, effectivement, il y a un accouchement répété. Je serais tenté de dire des jumeaux parce qu'il y a 2 épisodes cette semaine, mais c'est des jumeaux qui sont pas tout à fait arrivés en même temps. Il y a eu 48 heures de contraction entre les 2 enfants et c'est le cas de dire parce qu'on parle de mère porteuse cette semaine et d'un groupe qu'on n'a pas beaucoup entendu quand on a choisi d'encadrer cette pratique de la grossesse pour autrui. Un groupe qui milite contre cette pratique, qui dit que c'est littéralement une forme, je mets de très gros guillemets s'il vous plaît, faisons attention, mais une forme d'esclavage pour certaines femmes qui choisissent de vendre leur corps, de mettre leur utérus au service de gens qui ont les moyens de leur demander, présumant que la plupart de celles qui accepteront de le faire, alors elles ne disent pas que certaines femmes ne sont pas parfaitement consentantes, ne sont pas heureuses de le faire, mais qu'il y a certainement un lumpen prolétariat, pour parler dans le langage des marxistes, une classe ouvrière des femmes qui ont besoin de ça et qui mettront au service de gens plus riches leur utérus à disposition. C'est violemment dit, mais c'est un vrai sujet qui n'a pas fait beaucoup de vagues au Québec. Ça a été consensuel, il n'y a pas eu grand débat, et ceux qui étaient opposés ou ceux qui posaient des questions, certainement légitimes, ça ne veut pas dire qu'il faut leur donner raison, ont pas été beaucoup entendus. Donc cette semaine, à Contact, un épisode consacré à cet autre point de vue beaucoup occulté. On a pour vous un petit extrait. Ça, c'est souvent un mythe qui est véhiculé sur la grossesse pour autrui, sur la maternité de substitution, c'est que c'est une entraide familiale ou amicale. On a détaillé un échantillon ontarien. 95% des protagonistes ne se connaissaient pas. Donc on n'est pas du tout dans la majorité des cas qui sont des entraides familiales ou amicales. Mais le fond de ma question, c'est nous sommes tous libres dans cette logique de choisir de prêter ou de louer notre ventre. Alors cette liberté présumée, elle porte atteinte à la dignité humaine. Et on constate qu'il y a effectivement des endroits dans le monde où il y a une proportion plus grande de femmes qui acceptent de louer leur ventre, leur utérus. Par exemple, en Ukraine et au début de la guerre, il y a beaucoup de ces mères porteuses qui se sont retrouvées avec un enfant que les parents qui avaient passé la commande n'ont pas pu venir chercher. Ça pose de vraies questions. Donc, c'est l'épisode de courant de Contact, un sujet certainement explosif. Puis, on en a plusieurs autres sujets explosifs ce matin. Oui, notamment Boeing, là, qui a comparu devant le Congrès. As-tu envie de voyager avec Boeing ces temps-ci, toi, à la lumière des révélations qu'on apprend? Je te pose la question, toi, est-ce que avant d'acheter ton billet d'avion, tu veux savoir si tu voyages sur un Boeing? Je vérifierais, oui. Ah oui, oui. Ben, il se trouve que j'ai des amis qui sont venus me voir en Europe. Okay. Et la première question, quand on se parlait, puis c'est pas une blague, c'est moi, je veux être certain que je ne suis pas sur un Boeing. Alors, je suis pas en train ici de dire qu'on ne peut pas voyager en toute tranquillité sur ces avions, puisqu'il y a des agences responsables de notre sécurité qui, pour l'instant, estiment que tout est sous contrôle, quoique la FAA aux États-Unis, la Federal Aviation Authority, a dit justement à ses audiences du Sénat, 2 audiences plutôt qu'une, qu'ils utiliseraient tous les moyens à leur disposition pour contraindre Boeing à appliquer des normes de sécurité, des normes sécuritaires sur ces lignes d'assemblage qui soient conformes au cahier des charges. Le dire, c'est de présumer qu'il y a des problèmes. Si la FAA est prête à dire ça, alors quels sont ses moyens pour contraindre? Est-ce qu'on peut mettre sous tutelle Boeing? J'en sais strictement rien. J'ai pas fait enquête, mais c'est certainement une bonne question. Je pense qu'on n'en est pas là. Et comme on se l'est dit quelquefois, parce qu'on a parlé de Boeing et de ce que ça signifiait dans le contexte, je dirais, de la réputation américaine dans le secteur manufacturier, pour Boeing, c'est un enjeu, mais c'est un enjeu aussi de confiance substantielle aux États-Unis. À partir du moment où tu tires sur ces petits fils, on se l'est dit, tu sais pas où ça va s'arrêter. Et c'est une histoire qui est sur plein de fronts extrêmement
troublante, je ne dirais pas inquiétante, troublante. On parlait au départ beaucoup du 737 MAX, cet avion qui devait être extraordinairement sécuritaire, environnementalement aussi plus conforme, c'est-à-dire qu'il consommait moins, qui était plus vert. Or, à peine était-il déployé qu'il y a eu 2 crashs terribles. On a arrêté les distributions de ces nouveaux appareils pour s'assurer que tout était conforme. Or, il y a quelques mois, on le répète, mais néanmoins, c'est pas une anecdote, une porte qui en plein vol sort, qui est, je dirais, éjecté de l'avion, je ne dirais pas c'est ce qui s'est passé, parce qu'il y avait un manque de boulons. Voilà l'image qui nous confirme d'ailleurs ce qui s'est passé. On voulait être bien attaché à côté de cette porte qui s'est ouverte inopinément. Ceinture et bretelles. Ceinture et bretelles. Ce n'est pas que le 737 qui apparemment est problématique. Un nouveau lanceur d'alerte, parce qu'il y en a eu plusieurs, témoignait hier. Alors pour l'instant, Boeing est dans les câbles, mais c'est pas eux qui sont interrogés. 2 comités du Sénat essaient de comprendre ce qui se passe et posent des questions très sérieuses. Il y avait un lanceur d'alerte qui ne travaille plus chez Boeing, mais qui a raconté un peu son expérience. Il n'est pas le seul et qui dit il y a des problèmes et il y avait des problèmes depuis le début avec le 787, le Dreamliner, et avec le 777. Dans le cas du 787, c'est un ingénieur qui travaillait à la confection des appareils. C'est des problèmes de fuselage, parce qu'évidemment, le fuselage de l'avion est composé de plusieurs parties qui sont assemblées. On espère, on veut que tout ça soit bien scellé. Or, il disait, il y a des petits enjeux, des espaces qui sont littéralement microscopiques, de la grosseur d'un cheveu, mais est-ce qu'on veut savoir qu'il y a cet espace entre 2 portions du fuselage? Et sa prétention, encore une fois, c'est un lanceur d'alerte, Boeing dit il n'y a absolument aucun enjeu, sa prétention, c'est à l'usure, parce que ces avions volent, il y a du stress, et ce stress pourrait faire en sorte que, en plein vol, un avion se fissure au niveau du fuselage. Et ça, c'est pas comme une porte qui sort de ses gonds, c'est autre chose. Moi, je ne voudrais pas être sur la place où le fuselage... c'est le genre de courant d'air que je voudrais pas avoir entre les pattes. Oui, non, Alors, pas c'est trop. pas arrivé. Mais Stéphane, il y a des questions, il y a des souhaits aussi de la part de l'industrie, parce que là, le grand patron de Boeing va quitter, et là, j'entendais des experts dire souhaitons là, que le prochain, ce soit, exemple, un ingénieur, un spécialiste, puis que cette compagnie-là ne soit plus gérée là, par justement des banquiers de Wall Street. Tu sais, qu'on change un peu l'approche. Là. Bien dit, parce que ça soulève, je te le disais, plusieurs questions, et ce qu'on comprend maintenant quand on regarde les chiffres, et plusieurs l'ont fait, c'est que Boeing, c'est peut-être l'illustration la plus sordide compte tenu des risques pour les clients, pour les passagers, l'illustration la plus sordide de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme financier qui est aux commandes un peu partout. Je te citais hier un entretien que j'ai fait avec Raphaël Rossello qui dénonce ces pratiques où on pense créer de la richesse, mais dans le fond, on n'en crée aucune. Puis il y a des statistiques qui donnent vraiment le vertige et c'est le Academic Industry Research qui a fait cette comptabilité. Ils estiment qu'en 1998 et 2019, Boeing, entre les dividendes qu'ils ont payés aux actionnaires et le rachat d'actions, parce qu'une entreprise peut toujours racheter ses actions pour créer de la richesse, plus tu en achètes, moins d'actions disponibles, ça crée une inflation. Et d'autres vont se dire, hey, si le titre est en train de monter, on va vouloir en acheter aussi. Quand c'est l'entreprise qui achète son propre titre, est-ce qu'on pourrait parler d'une manipulation boursière? C'était ça jusqu'en 1982. By the way, c'était interdit pour les entreprises de faire ça. C'était considéré comme de la manipulation boursière. Et dans un cadre de déréglementation, avec M. Reagan aux commandes à l'époque, quand les néolibéraux estimaient justement que la financiarisation de nos économies serait peut-être une bonne chose, on a légalisé à nouveau ces pratiques des rachats d'actions. Alors, là où je veux en venir, c'est que en 20 ans, Boeing a racheté de ses actions et payé en dividendes 121% de ses profits. Fais la mathématique. C'est-à-dire que l'entreprise s'est appauvrie. Elle a dépensé plus qu'elle n'a fait de profit pour jouer sur le cours de l'action et retourner aux actionnaires en dividendes de l'argent que manifestement elle n'avait pas. Et ce que ça fait, c'est que ça crée sur papier de la richesse, mais ça fait une compagnie qui n'investit plus dans la recherche et le développement, qui n'est plus performante, qui ne développe plus pour déposer des brevets, qui n'est plus le fer de lance dans la recherche en aéronautique. Et un jour,
ben tu te réveilles puis tu te dis, ben nos avions mettent la sécurité des passagers en danger, les actionnaires se précipitent vers la sortie de secours, le titre de la compagnie peut ou va dégringoler, cette valeur financière qui est très volatile, du jour au lendemain peut être effacée, et sur le fond, qu'est-ce qui te reste si t'es actionnaire, si t'es ce fleuron de l'entreprise manufacturière américaine, il ne te reste pas grand-chose parce que tu n'as pas investi dans l'essentiel. Ils continuent à faire de la recherche et du développement, mais pas à la hauteur où ils le devraient. Ils sont dépassés tranquillement par les Chinois et par d'autres qui, eux, sont occupés par d'autres objectifs qui ne sont pas que financiers. Et c'est une méthode extraordinairement prédatrice de faire des affaires. On pense qu'on est au royaume du capitalisme. On n'est surtout pas au royaume du capitalisme. On n'est pas dans la création de valeur. On est dans la destruction de valeur avec un vaste écran de fumée qui récompense les actionnaires et surtout ceux qui sont aux commandes, qui sont souvent payés avec de juteux packages d'actions. Et plus l'action monte, plus tu es récompensé. C'est pas plus tes avions sont sécuritaires, plus tu vends d'avions dans des conditions optimales. Non, 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 non. Pas, ou plus tu développes de nouvelles technologies que tu pourras un jour mettre en marché. Ça, c'est de la richesse. Si tu as dans ton pack-sac 17 ou 18 brevets qui te permettent d'être compétitif pour les 50 prochaines années, t'es riche de ce que tu as développé. Si toute ta richesse, c'est une espèce de pyramide de Ponzi où tu as investi pour doper le cours de ton action, ben t'es très vulnérable et c'est ce qui se passe en ce moment avec Boeing et c'est ce que nous révèle cette affaire-là. Je termine sur cette anecdote qui est un peu glaçante. Le lanceur d'alerte hier disait, quand j'ai averti mes patrons et particulièrement mon patron de ce que je voyais, on m'a répondu, j'aurais tué la personne qui m'aurait dit ce que tu viens juste de me dire. C'est rassurant. Or, il y a un lanceur d'alerte qui dénonçait les pratiques, qui a été retrouvé sans vie. Qui est mort dans des circonstances troubles il y a quelques semaines, retrouvé dans son pick-up. Apparemment, il aurait choisi de se suicider alors qu'il allait témoigner une fois de plus, quelques jours plus tard, contre Boeing. Alors, personne ne dit qu'il ne s'est pas suicidé, mais la question est posée. Puis elle est posée aussi dans des journaux qui n'ont pas l'habitude de spéculer. Je l'ai vu, je pense, dans le Washington Post hier. La question est simplement posée dans ces circonstances. Est-ce que la mort de ce lanceur d'alerte est suspecte? Ben, elle l'est peut-être pas, mais elle est, comme je le disais tout à l'heure, troublante. Stéphane, on est en attente là, de voir la riposte d'Israël à la suite de cette attaque de l'Iran. On avait entendu aussi Israël dire, nous, on a bloqué à peu près 99% des drones, des missiles lancés sur nous. Est-ce que l'Iran a réellement raté son coup? Ou c'était le souhait de l'Iran d'épuiser les réserves? Je ne pense pas que ce soit ou que ça a été le souhait de l'Iran. Je fais une hypothèse. Alors ça, c'est ma théorie d'aujourd'hui. Je dirais qu'elle ne circule pas, mais il y a comme des morceaux de cette équation qui sont en train de se mettre en place. Alors, On l'a vu, une attaque qui était assez théâtralisée, prévue. On pourrait même penser en coulisses que les Américains ont donné le feu vert à l'attaque de l'Iran, sachant qu'il y aurait les moyens de la contrer. Alors, il y en a qui disent ça. Puis ça fait sens. Vous avez besoin de répondre à l'attaque de votre section consulaire à Damas. Faites-le maintenant qu'on sait qu'on pourra tout arrêter. Donc, c'est un gros feu d'artifice. Tout le monde est content. Ça a permis à l'Iran de dire, nous, on est correct, on est content. Si les Israéliens ne ripostent pas, on est quitte. L'opération est terminée. C'était un des scénarios, il est certainement valable. Ce qu'on a surtout dit, c'est que ça a fait la démonstration de l'impuissance iranienne face à la machine militaire israélienne. Je pense qu'indiscutablement, la machine militaire israélienne, d'abord, est beaucoup plus riche. Je pense que le budget de la défense israélien, qui est un pays 10 fois plus petit que l'Iran, est 2 à 3 fois supérieur au budget militaire de l'Iran. En matière de recherche et de développement, il n'y a pas d'embargo sur Israël, il y en a sur l'Iran. Ils ont accès à tout. Ils sont ingénieux, ce sont en matière militaire vraiment des premiers de classe, aucun doute. Mais ce à quoi on assiste un peu partout dans le monde, et c'est là qu'il y a une théorie qui peut peut-être s'ébaucher, c'est qu'on manque de plus en plus de munitions, de missiles, d'obus, c'est vrai en Ukraine. Et s'il avait fallu que les Iraniens, avec leurs drones en carton, en papier mâché, avec leurs trucs boboches, aient simplement, au-delà de la riposte qui était attendue, choisi de commencer une opération en vue d'épuiser, dans le fond, les ressources israéliennes. Les Israéliens ont des sous,
mais des munitions, des missiles de précision, ce qui leur permet d'avoir leur dôme de fer, ben, il y en a pas tant que ça. Puis les exemples commencent à s'accumuler sur plusieurs fronts. Puis c'est très inquiétant pour les Américains, qui, s'ils devaient être pris de vitesse, par exemple, à Taïwan, si les Chinois décidaient qu'ils arrêtent de parler et qu'ils mettent le pied à terre et qu'ils reprennent Taïwan de force, je dis pas que ça va arriver, je pense pas que les Américains pourraient livrer le combat très, très longtemps. Il y a un mois et demi, quand M. Biden a ordonné une frappe contre les Houthis, on en avait peut-être glissé un mot, ils ont tiré d'un coup 40 missiles Tomahawk. La production actuelle de missiles Tomahawk aux États-Unis, je pense, c'est de 5 par mois. C'est donc dire que en dedans d'une nuit, 2 nuits, on brûle plusieurs mois de production. Alors, faisons l'hypothèse que les Iraniens savaient plus ce qu'ils faisaient qu'on ne le dit et voulaient commencer une guerre d'attrition, ou en tout cas, premier chapitre d'une guerre d'attrition. Ce qu'on sait, c'est que ça a coûté entre 550 et 750 millions de dollars d'armes utilisées à Israël pour le feu d'artifice de samedi dernier. Des chiffres du Wall Street Journal, j'ai consulté d'autres choses, ça oscille. Évidemment, c'est secret défense, on spécule. Mais ça fait quand même un samedi soir coûteux. 750 millions, ça serait peut-être 5% du budget de la défense annuelle d'Israël en un soir. Alors, faisons encore une fois l'hypothèse qu'il y ait de l'argent tant qu'on en veut, barre ouvert. La question, c'est est-ce qu'il y a des munitions de rechange, barre ouvert, tant qu'on en veut? Combien de pareilles vagues? Alors évidemment, s'il fallait qu'il y en ait une deuxième ou une troisième, les Israéliens attaqueraient l'Iran et décapiteraient une partie de leurs moyens d'attaque. Mais je pense qu'un pays comme l'Iran, vaste, avec entre autres des montagnes, un territoire montagneux où tu peux vraiment cacher, c'est le cas de dissimuler tes actifs militaires, est difficile à réduire au silence, mettons. Alors, s'il fallait qu'il y ait un véritable conflit, combien de vagues de drones et de missiles pourraient partir de l'Iran pour épuiser les ressources israéliennes? Puis à ce moment-là, ils ont à côté de chez eux un voisin extrêmement embêtant qui s'appelle le Hezbollah, qui dispose de dizaines de milliers de missiles, pas tous très, très précis, mais dans un contexte où ton dôme d'acier est peut-être un dôme de caoutchouc, parce que tu n'as plus les outils pour être en acier, est-ce que tu deviens vulnérable ou davantage vulnérable? C'est une question que je n'ai entendue poser nulle part, mais qui me semble extraordinairement, là aussi c'est le mot du jour, troublante, si j'étais citoyen israélien. Peut-être que la retenue du Hezbollah, c'est justement parce qu'ils se disent on a testé les choses samedi dernier, on a vu de quel bois se chauffaient les Israéliens, on va évaluer ce qu'il leur reste de munitions dans leur tire-poids. Ils ont certainement de quoi faire face à des vagues d'attaques, je dis bien des vagues plurielles, mais il y a une limite au-delà de laquelle leurs alliés américains, l'Occident, ne sera pas capable de leur fournir ce dont ils ont besoin. C'est déjà le cas en Ukraine, je le répète, où, parce qu'on n'est plus capable de donner des obus classiques de 155, on a offert des bombes à fragmentation qui sont une arme horrible, dégueulasse, pour laquelle plusieurs pays de l'OTAN ont signé un traité refusant de l'employer. Donc, et les Américains ont dit, ben, c'est parce qu'il ne reste plus rien que ça dans le garde-robe, là. Fait qu'on va vous le donner, puis utiliser ça, mais avec beaucoup de circonspection. Et évidemment, le prétexte, c'est que les Russes l'avaient aussi utilisé. Alors, soit, mais ça fait des dommages collatéraux, et c'est souvent des enfants d'ailleurs, des années après un conflit, parce que ces bombes à fragmentation laissent des petits bébés bombes un peu partout. C'est ça, ouais. Et c'est horrible, c'est horrible. Et ce qui est horrible, c'est que c'est ce qu'on envoie parce qu'on n'a pas mieux. Dans tous les cas, une bombe est une bombe, un missile ou un obus est un obus. Mais il y a un réel enjeu de fonds de commerce. On en a de moins en moins. L'Occident n'avait pas pensé qu'une guerre ou des guerres, ça pouvait se livrer de cette manière-là. On faisait la guerre au terrorisme, mais une guerre conventionnelle, ça faisait un certain temps, on pourrait dire l'Irak et l'Afghanistan. Mais ils avaient l'avantage du terrain, les Américains. Ils avaient en face d'eux des adversaires redoutables, têtus, mais qui les forçaient pas à utiliser à répétition leurs munitions. Et c'est ce que disait, je termine là-dessus, le commandant de la frégate Alsace française qui est sorti du théâtre d'opération. Je pense aussi qu'on s'en parlait un peu plus tôt. Ils ont plus aucune munition après 6 semaines, frégate donc française. Et le commandant dit, jamais on n'aurait imaginé être attaqué par autant d'hostilité, mais de projectiles.
Donc des drones, des missiles, et il fallait se défendre. Puis tu as des missiles antimissiles, tu as tout ce qu'il faut. Puis à un moment donné, tu n'as juste plus rien à bord du bateau et tu es obligé de sortir parce que tu es à la merci de la plus banale des agressions. C'est ce qui est arrivé. Est-ce que ça pourrait, sur une autre échelle, arriver en Israël ou ailleurs? Je pense pas que c'est demain matin que ça guette personne, mais c'est un vrai enjeu. Et c'est une hypothèse intéressante. Merci, Stéphane. Ciao.